Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Cameroun en ce qui concerne la crise anglophone? Nous en parlons ce soir. On va évoquer également les États-Unis, la justice qui autorise finalement l'accès aux déclarations de revenus de Donald Trump. Et puis nous évoquerons aussi le Brexit, la nouvelle discussion de l'Union européenne qui attend de nouvelles propositions. C'est avec Maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Séménia, oui. La politique camerounaise s'est brutalement accélérée en moins d'un mois. Le président Paul Biya, en tenant d'une ligne particulièrement dure face aux crises multiples qui ébranlent le Cameroun, semble avoir amorcé une détente. La plus importante est la mise en place d'un statut spécial pour les deux régions anglophones, leur concédant un peu plus d'autonomie politique et financière, mais dont les contours restent flous. Maître Sosa, est-ce que déjà dans les faits, vous avez été un peu impressionné par le grand dialogue national et ses résultats? Oui, parce qu'il n'était pas commencé sous les meilleurs auspices, ce dialogue. Il était contesté dans son fondement et aussi dans sa forme. Il n'a pas fait l'unanimité au niveau des participants, mais toujours est-il que ce dialogue a été le lieu de constater de grandes avancées. On peut se féliciter de constater que malgré tout, il y a quand même un semblant d'ouverture. Et comme on dit toujours, lorsque votre adversaire fait le premier pas, il faut l'aider à faire un deuxième pas. Et en cela, je pense que ce dialogue a été positif et la montagne n'a pas accouché d'une souris, comme l'avaient prédit certains pythonistes. Bon, cela étant, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais on constate quand même que des dispositions sont prises pour que juridiquement, on commence un début de solution, on voit émerger un début de solution de la crise dite anglophone, parce que ce problème est, disons, un des avatars du système colonial. On ne comprend pas pourquoi, dans un même État, proclamé État-nation, on est deux systèmes administratifs complètement différents, un système d'enseignement qui présente des disparités et que, par exemple, on envoie dans la zone anglophone, au nom de l'unicité de l'État, des juges qui ne sont pas anglophones et qui ne pratiquent même pas la common law, alors que la common law est la loi de fort dans la zone dite anglophone. Donc ça aussi, a été une anomalie longtemps décriée. Et aujourd'hui, les politiques camerounais de l'espace anglophone en ont fait un leitmotiv, et je vois que l'État fait bon accueil de leurs requêtes et commence à leur trouver des solutions, pas que politiques, mais aussi juridiques. C'est en cela que je suis satisfait des débouchés de cette rencontre. L'autre chose qui me fait chaud au cœur, c'est la libération de Maître Ndoki et de Maître Kamto. Figurez-vous, pour une fois, je vais regretter de ne pas faire le voyage de Yaoundé, parce que n'eût été le dernier rebondissement de ce week-end, je devais me trouver au Cameroun, aux côtés du collectif, parmi le collectif des avocats qui se sont constitués volontairement et bénévolement pour assurer la défense de Maurice Kamto, à l'occasion du procès qui allait s'ouvrir aujourd'hui normalement. Donc je suis ravi de ne pas avoir à faire ce voyage, et heureux de voir que ce cher confrère et aîné, tant vénéré par beaucoup d'entre nous, et moi aussi au premier chef, a recouvré la liberté avec aucune restriction sur ses droits politiques. Mais quand et civiques. Regarde un peu l'accélération des événements, on a comme l'impression qu'en fait, le dialogue n'était qu'un alibi pour libérer Kamto. Paul Biya cherchait, avec les pressions qu'il y avait, un peu un repère pour le libérer. Écoutez,
quel que soit le procédé utilisé, si on veut être mauvaise langue et considérer que ce dialogue n'était qu'un subterfuge, si c'est pour aboutir à ce résultat-là, il est salutaire comme subterfuge. Voyez, c'est-à-dire que parfois, l'action politique commande qu'on exerce un peu de courage. Et le courage politique, parfois, il est vêtu d'astuces et aussi de manœuvres. Ouais. Quand le résultat, parce que seul le résultat doit compter, quand le résultat aboutit à assurer la paix politique et sociale, qui va se plaindre de la manœuvre? Mais dans les faits, le grand dialogue national, comme Paul Biya l'appelle, avait été convoqué pour régler la crise anglophone, mais in fine, c'est plus le cas Kamto qui fait effet sur la crise anglophone. Il n'y a pas véritablement d'effet palpable aujourd'hui. Non, d'effet palpable aujourd'hui, non. Il est vrai que les affaires politiques, les solutions politiques à des crises politiques aussi anciennes demandent aussi de la maturation. Parce qu'il ne s'agit pas pour le président Paul Biya de décider tout seul de ce qui va se passer et que du jour au lendemain, ça se passe selon sa volonté. Ouais. Le Cameroun est encore une démocratie parlementaire et au sein de l'Assemblée délibérative, il y a des débats essentiels pour parler de la forme de l'État aujourd'hui. Parce que maintenant, cela pose question. État fédéral, pas fédéral, comment est-ce qu'on va régler cela? La décentralisation avec plus d'autonomie donnée à la partie anglophone, ce fameux Ouest tant supplicié par, disons, l'excès de juridisme finalement. Est-ce qu'on est en train d'entrer en voie de solution? Je dis que c'est une brèche qui s'est ouverte. C'est une porte. C'est un premier pas. Il faut aider cet adversaire à faire le deuxième pas, jusqu'à ce qu'on consomme complètement l'épuisement de la crise, je vais dire. Mais rien de concret dans les faits, parce que quand on suit par exemple Ebenezer Akwanga, qui est l'un qui préside le mouvement de libération du peuple africain et qui dirige un peu l'aile armée des Anglais, de ceux qui mènent la crise anglophone, il a parlé d'une mascarade. Parce que la solution proposée, on parle de décentralisation, c'est pas en fait ce que eux ils réclament. On pourrait peut-être parler de fédéralisme, qu'on dit on tend vers quelque chose. Oui, mais alors justement, là encore une fois, on est en présence d'antagonismes très acérés, avec des gens qui proposent finalement, il y a des séparatistes, des fédéralistes, et le tout avec à chaque fois un contenu dogmatique très épais qui fait qu'on n'arrive pas à se parler. On a commencé à se parler. Le dialogue... Les personnalités les plus importantes, les belligérants, ne sont pas arrivés. Il y a quelques personnes vous avez parlé de seconde zone. Mais ils étaient invités au dialogue quand même. Attendez, à chaque fois, je veux toujours faire cette nuance. Quand vous parlez de belligérants, c'est toujours difficile quand on veut donner un contenu légal aux choses, d'accepter de convoquer un terroriste avéré, convaincu de crimes à caractère terroriste, autour d'une table en disant viens, on va discuter et on va faire amnistie de tout ce que tu as fait. Il y a aussi cet aspect. Il y a des gens dans cette crise qui ont commis des actes graves, répréhensibles et probablement imprescriptibles. Oui. Alors, c'est pas demain qu'ils vont venir à la table de négociation. Alors, ils sont frustrés de ne pas y être invités et forcément, ils n'y trouvent pas leur compte parce qu'ils ont peur que la loi s'applique à eux avec vigueur. Donc, que ces gens-là commentent négativement ne me dérange pas. Mais c'est des gens qui tiennent tête au pouvoir et qui ont montré une certaine capacité de nuisance, bien, en tout cas sur le terrain. Alors, à nuire à qui? Au pouvoir ou aux populations? C'est toujours ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous gouvernez, vous vous trouvez devant des décisions qui sont très difficiles. Je ne suis pas le plus enclin à ouvrir table de négociation pour quelqu'un qui a pris les armes pendant longtemps et qui a tué beaucoup de nos concitoyens. Alors,
bon, je ne veux pas commencer le dialogue avec ceux-là. Oui. Bon, contre eux, il y a la nécessité de faire appliquer la loi et la justice pour les gens qui ont été leurs victimes. Parce que quand ils proclament tout ça, parmi ceux qu'ils ont tués, il y a simplement des Camerounais, fut-il de nord ou de nord, de sud, d'ouest ou d'est. Mais on aurait peut-être pu assister à peut-être en plus de la libération de Maurice Kamto et de certains de ses partisans, à la libération d'un certain Ayoub Tabé, qui est un des leaders indépendantistes, qu'on se serait dit, ah oui, viens, c'est un pas significatif dans la bonne direction. Bien, écoutez, je dis encourageons le gouvernement camerounais, le président Paul Biya, à faire un peu plus encore. Ça ne peut pas se faire comme ça. Déjà, c'était une surprise. Oui. Rien ne l'y obligeait. Le dialogue aurait eu lieu quand même. On aurait adopté des conclusions qui auraient plus ou moins satisfait les uns ou les autres, avec des résultats mi-raisins. Mais il est allé quand même un peu plus loin. C'est pour ça que je dis, au moins félicitons-nous de l'acte courageux qu'il a eu, avec des conséquences politiques qu'on peut tirer dans un sens ou dans un autre. Nous allons parler du second sujet, c'est les États-Unis. Le juge fédéral de New York a autorisé lundi l'accès du procureur de Manhattan aux déclarations de revenus de Donald Trump, un camouflet pour le président américain qui lutte pied à pied depuis des mois contre la communication de ces documents sollicités par des journalistes. L'avocat du président Jay Sekulow a indiqué que Donald Trump ferait appel de la décision, ce qui devrait retarder l'éventuelle transmission à la justice de ces documents. Mais est-ce qu'on doit se dire que dans les États-Unis d'aujourd'hui, grand donneur de leçons de démocratie, le président américain ne veut pas que l'on ait accès à ces documents-là qui sont indispensables aujourd'hui pour les démocrates, par exemple? Écoutez, j'ai une passion infinie pour la démocratie américaine, parce que elle recèle dans ses procédés, dans son fonctionnement, des recettes qui, à chaque fois, me portent soit à la sidération, soit à l'euphorie, selon les circonstances et, disons, les différentes implications quotidiennes de ces applications. Voilà une démocratie dans laquelle on prône la séparation absolue des pouvoirs, mais où les juges sont nommés en fonction de leur coloration politique par le pouvoir exécutif pour se protéger contre les foudres de la loi. Voilà une démocratie où la séparation des pouvoirs est consacrée, mais où le président de la République prétend, au nom même de la Constitution, parfois en violation flagrante de la Constitution, que rien ne peut lui arriver parce qu'il est protégé par un Sénat qui, normalement, devrait être totalement indépendant de l'exécutif, le protégera quoi qu'il fasse, avec toutes les entorses massives que M. Trump fait à la loi depuis qu'il est président des États-Unis. Il est assuré à 90% de ne jamais subir un impeachment. Parce qu'il est assuré par seulement 3 voix de majorité au Sénat. 3 personnes tiennent en otage une démocratie entière, parmi les plus respectables. 3 personnes assurent à M. Trump une impunité totale, le droit de violer, mais éhontément, et la loi et la Constitution des États-Unis, en étant sûr de ne jamais subir quoi qu'il en soit désagréable. Ça me sidère à chaque fois. Mais en même temps, il faut aussi protéger la démocratie. Elle ne peut pas être à la merci de tous les vents. Eh bien, écoutez, allez essayer. Vous avez un exemple d'impeachment qui a réussi. Nixon a démissionné, mais parce que, à un moment donné, il se savait acculé, et que parce que à ce moment-là, il s'est rendu compte que la digue allait céder. Certains dans son camp sont allés lui dire: cher ami, sur ce coup-là, on ne peut pas te suivre. Mais c'était à une autre époque. On était dans les années 70, où la démocratie, où l'élan démocratique était encore un peu chatouilleux. Aujourd'hui, il a complètement dégénéré dans autre chose. Le président annonce par Twitter. Maintenant, avant, c'était son porte-parole qui parlait en son nom.
Et rarement la parole présidentielle était aussi triviale. Elle ne l'a jamais été d'ailleurs. Sous le président Obama, la parole présidentielle avait encore un peu de tenue. Maintenant, elle est du niveau de l'élève de première en classe probatoire. Et le président de la République, enfin le président des États-Unis d'Amérique, communique par Twitter et insulte et les juges et ses adversaires politiques dans un langage des plus pitoyables et des plus indignes. Eh bien, on est en démocratie américaine. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, elle me sidère parfois par certains de ses effets. Mais bon, on a toujours des leçons à apprendre, et il est vrai que c'est un long chemin. Ça fait plus de 200 ans qu'ils l'ont parcouru pour arriver là. Et nous sommes au début du balbutiement des premiers pas vers la démocratie. Nous avons des dictatures démocratiques. D'accord. Ils ont des démocraties qui sont parfois vacillantes, mais qui résistent quand même à quelques hommes un peu malveillants. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, ça peut aussi constituer une sorte de leçon au monde, c'est-à-dire, ça n'est jamais un acquis, la démocratie. Il peut y avoir de temps en temps des hommes qui, par leur pratique, par leur manière, la remettent en cause, elle est constructive. Eh bien, écoutez, tous les jours, vous le voyez. Bon, c'est l'occasion d'en parler, mais juste d'un mot et d'une minute. Vous voyez, actuellement en Guinée, en Guinée, au nom de la démocratie, le chef de l'État en exercice, qui avait juré les grands dieux, qui avait combattu tous ses prédécesseurs parce qu'il voulait faire un troisième mandat, est en train, avec les procédés démocratiques, d'organiser des élections pour faire gagner une majorité qui va favoriser un changement constitutionnel lui permettant de se présenter à un troisième mandat. Donc vous voyez que la démocratie, à un moment donné, ça devient un petit jeu. Mais c'est jamais un acquis définitif. Oui, vous l'avez dit, je suis d'accord. Le troisième sujet, c'est le Brexit. Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit vont reprendre lundi à Bruxelles, et l'équipe de Michel Barnier attend de savoir si Boris Johnson a accepté de modifier ses positions sur les points problématiques de son plan de sortie de l'UE. Son émissaire David Frost aura une première séance du travail en fin de matinée avec les membres de l'équipe de négociateurs de l'UE, Michel Barnier, et une seconde dans le courant de l'après-midi. C'est ce qu'on a appris auprès des deux parties. Le Brexit, il est devenu aujourd'hui comme un petit jeu entre Européens. Sortira pas, voici les conditions, on ne veut pas les respecter. On ne sait plus à quoi s'en tenir réellement. Malheureusement, ce n'est pas un jeu. Parce que ce qui est en cause ici est beaucoup plus grave que le petit jeu politique auquel veut se livrer Boris Johnson. Parce que en réalité, il s'agit du destin de beaucoup de peuples constituant le Royaume-Uni, justement. Parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, et je pense que beaucoup sont loin d'être d'accord avec Boris Johnson. Et je suis sûr que si demain on réorganisait un vote pour savoir si Brexit ou no Brexit, il y aurait le résultat inverse, parce que les Anglais finalement comprennent qu'ils ont été cocufiés par leur classe politique, une classe politique irresponsable qui leur a fait prendre une décision dont les conséquences sont dramatiques dans beaucoup de domaines de leur vie quotidienne. Et c'est ça ce dont il s'agit, parce qu'il s'agit de défendre des libertés chèrement acquises, pouvoir se déplacer comme on veut dans toute l'Europe. C'était quelque chose qui n'était pas évident. Il y a même 25 ans, c'était pas évident. Et figurez-vous, pour que l'Angleterre rejoigne ce qui était l'ancêtre de l'Union européenne, qui était la CE, ça n'a pas été facile. On se souvient de sorties un peu vigoureuses de gens comme De Gaulle, qui s'opposaient véhémentement à l'entrée de l'Angleterre dans le Royaume-Uni. Enfin, pas dans le Royaume-Uni, pardon, dans la CE de l'époque. Bon, alors, c'est vraiment une conquête considérable, et les défaiseurs de l'Union, c'est-à-dire les pro-Brexit, sont des démagogues qui ont voulu jouer avec le feu, jouer
leur avenir politique avec le destin d'un peuple. Et pour ça, ils ne sont pas défendables. On est à quelques jours quand même de cette date fatidique et on ne sait pas exactement quelle va être la décision de l'Angleterre ce 31 octobre. Ben oui, justement, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faudrait que, finalement, dans le camp conservateur, on finisse par amener M. Johnson à la raison et qu'on négocie le prolongement des accords. Parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels il ne peut pas y avoir d'accord. Il y a eu beaucoup de prolongations sans forcément qu'on ait accord. Oui, mais je pense que... vous savez... À un moment donné, il faut être peut-être un peu fou comme Johnson pour dire, bon, on fait le no deal et puis ça va... D'accord, et on assume. Oui. On assume. Sauf que, bon, en fait, là, c'est lui qui joue son avenir politique à qui tout double. En faisant fi complètement du bénéfice que peuvent en tirer les citoyens britanniques. C'est ça le vrai problème. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que, bon, il y a une décision de souveraineté à prendre. Ouais. Et qu'il faut peut-être assumer. Bon, et en disant, il vaut mieux une fin horrible que l'horreur sans fin. Pour citer un philosophe que j'aime bien. Mais quand même, la fin horrible, elle sera redoutable en conséquence. Donc, je pense que pour ce que cela implique comme enjeux sociaux, économiques, pour les populations concernées, ça mérite qu'on prenne encore quelques mois pour discuter. Et pas mettre le butoir du 31 octobre comme étant taillé dans le marbre et que ça devienne totalement rédhibitoire. Maître Sosa, merci d'être passé. Je vous en prie. La pause est juste après le journal Regard croisé.